Bienvenue à tous. Aujourd'hui, direction Tokyo, mais on sort un peu des sentiers battus. On va à Shinozaki, dans l'arrondissement d'Edogawa. Pour beaucoup, c'est peut-être juste un nom sur la ligne de métro Toei Shinjuku ou une zone résidentielle assez calme. Oui, c'est souvent l'image qu'on en a. Mais justement, on a un peu crevé, on s'est plongé dans pas mal de documents, des archives, des cartes, des récits locaux. Et ce qu'on a trouvé, c'est une histoire vraiment riche, très liée à la rivière Edo, à des savoir-faire anciens. Et il y a plein de petits coins sympas, parfois un peu cachés, qui racontent tout ça. Donc l'idée c'est ça, partir à la découverte de ce Shinozaki un peu secret en reliant le passé et le présent. On va parler de l'eau, de bambou, de traditions fortes. Exactement. Et de comment tout ça a évolué jusqu'au quartier qu'on connaît aujourd'hui. Super programme. Alors on commence par quoi? Le début j'imagine. Le nom Shinozaki, qu'est-ce qu'il nous dit ce nom? Alors, Shinozaki, c'est déjà une super clé pour comprendre le paysage d'origine. Faut le décomposer. Shino, ça désigne une variété de petits bambous, un bambou nain. On dit ça en japonais. Et zaki, c'est un terme de géographie, ça veut dire un cap, une pointe de terre ou un banc de sable qui s'avance dans l'eau. Ah d'accord. Donc Shinozaki littéralement c'était le cap des petits bambous? C'est exactement ça. Ça nous peint une image, hein, un paysage assez sauvage, sûrement très humide, avec ces bambous qui poussaient sur une avancée de terre formée par la rivière Edo. Très loin de l'image actuelle c'est sûr. Et ça date de quand cette appellation, cette présence humaine? Les premières traces écrites qu'on a qui mentionnent Kami Shinozaki, le haut Shinozaki, et Shimo Shinozaki, le bas Shinozaki, elles remontent au XIVe siècle. 14e siècle? Oui, fin de la période Kamakura, tout début Muromachi, donc ça fait plus de 600 ans qu'il y a des villages installés là, hein. C'est vraiment ancien. Et ces villas, ils se sont installés comment par rapport à la rivière qui devait être assez capricieuse, non? Tout à fait. La rivière Edo, comme beaucoup de rivières, déposait des alluvions, du sable, du limon lors de ses crues. Et ça formait des sortes de digues naturelles, des zones un petit peu plus hautes. En japonais, on appelle ça des bikochi. Des zones un peu surélevées, quoi. Plus sûres. Voilà. C'est là que les premiers hameaux, comme Ongo, Kamishinozaki, se sont logiquement installés. Et tout autour, c'était plus bas, des zones de marais, des koraishichi ou des plaines inondables, des honhan genya. Parfait pour cultiver le riz une fois aménagé. D'accord. Et on voit encore des traces de ça aujourd'hui? De ces premières implantations? Oui, c'est ça qui est intéressant. En se baladant dans certains coins de Shinozaki, on peut encore tomber sur de grandes maisons anciennes, souvent des anciennes fermes, avec de beaux jardins. Ce sont les vestiges de ces noyaux villageois installés sur les hauteurs relatives. Fascinant. Et si on veut ressentir cette ambiance aquatique d'autrefois, il y a des lieux à conseiller? Oui, alors il y a un endroit que je trouve particulièrement évocateur, c'est le Shinodabori Shinsui Ryokudo, Shinodabori. transformé en promenade. Une coulée verte, piétonne, aménagée le long de l'eau. C'est très agréable et ça permet vraiment de visualiser ce réseau de canaux qui parcourait le paysage. Une sorte de mémoire de l'eau, en quelque sorte, et les berges de la rivière Edo elle-même? Ah oui, bien sûr, le Shinozaki Ryokuchi, Shinozaki Mirikti. C'est ce très grand parc linéaire qui longe la rivière sur ce qu'on appelle les kasenji, les terrains inondables aménagés. C'est un espace immense, très ouvert, qui redonne une idée de ce paysage originel de rivière et de rivage. C'est parfait pour s'imaginer le Shinozaki d'avant. Mhm. On comprend bien l'importance de l'eau et du bambou pour les débuts. Les sauces parlent aussi d'une vieille route importante. Oui, la Shinozaki Kaido, une route ancienne, hein. Elle daterait de l'époque Sengoku, donc le XVIe siècle. Et elle n'était pas juste locale. Ah bon? Non, elle faisait partie d'un itinéraire plus vaste qu'on appelait Iwatsuki Michi, la route d'Iwatsuki. Elle servait notamment à transporter le sel. Le sel. D'où venait-il? De Gyotoku, juste de l'autre côté de la rivière Edo. Il y avait d'importants marais salants là-bas. Et ce sel était transporté par cette route vers le nord jusqu'au château d'Iwatsuki, qui est aujourd'hui dans la préfecture de Saitama. C'était une route économique clé à l'époque. D'accord, je vois. Donc, un paysage façonné par l'eau, le bambou qui donne son nom, des routes commerciales, et ça nous amène assez logiquement à l'artisanat local, non? Surtout celui lié au bambou. Les fameux Shinozaki Zaru. Exactement. Les arus, ce sont des sortes de tamis, de passoires ou de paniers plats tressés en bambou. Et Shinozaki est vraiment réputé pour ça. C'était un artisanat très important localement. Ça a duré longtemps?
Oui, ça a été florissant pendant une bonne partie de l'époque Edo, disons à partir du milieu du 19e, et ça a continué jusque dans l'ère Showa au milieu du 20e siècle. Et pourquoi ici spécifiquement? Il y avait tant de bambous que ça? Alors, même si le nom Shinozaki suggère le bambou nain, les sources disent que le bambou de meilleure qualité pour faire ces arus venait souvent d'un peu plus loin, notamment de la péninsule de Bozo à Chiba, Ah oui. Et comment il arrivait jusqu'ici? par bateau, grâce à la rivière Edo. Encore elle. Elle était essentielle pour acheminer la matière première et aussi pour expédier les paniers finis vers les marchés d'Edo, enfin, de Tokyo. D'accord. Et qui faisait ces paniers? C'était souvent une activité complémentaire pour les familles d'agriculteurs. Ils faisaient ça l'hiver, quand il y avait moins de travail dans les rizières, ça leur faisait un revenu en plus. Malin. Et c'était une grosse production? Ah oui, apparemment, à son apogée, il y avait près de 200 familles qui fabriquaient des Shinozaki-zaru. C'était vraiment une spécialité reconnue. Incroyable. Et aujourd'hui, est-ce qu'il en reste quelque chose? Malheureusement, plus grand-chose. Comme beaucoup d'artisanats traditionnels, l'arrivée massive des objets en plastique après la Seconde Guerre mondiale, moins chers, a été fatale. La production s'est effondrée. Personne ne continue? Si, il reste quelques très rares artisans, des personnes comme M. Kusanagi Akio ou M. Shigeichi, qui sont d'ailleurs reconnus par l'arrondissement comme détenteurs d'un savoir-faire culturel immatériel. Ce sont un peu les gardiens de cette mémoire. Et pour nous, visiteurs, on peut voir quelque chose qui rappelle cet artisanat? Il n'y a plus vraiment d'ateliers ou de boutiques comme avant, mais il y a un lieu symbolique, le Taketo Shitashimu Hiroba, où on pourrait traduire ça par la place pour se familiariser avec le bambou ou pour apprécier le bambou. D'accord. Et qu'est-ce qu'on y trouve? C'est un petit espace géré par la mairie, avec différentes sortes de bambous plantés et des exemples de clôtures en bambou traditionnel. C'est pas directement lié aux arus, mais c'est une sorte d'hommage discret à l'importance passée du bambou ici. Un mémorial silencieux en quelque sorte. C'est une bonne idée d'y faire un tour alors. Et même si cet artisanat du bambou a presque disparu, l'esprit artisanal, lui, il est peut-être encore présent. Oui, et c'est assez amusant parce que juste à côté, mais ça n'a rien à voir avec le bambou cette fois, on trouve un autre artisanat très spécial et bien vivant. L'atelier Shinohara Furin Hompo. Shinohara Furin Hompo. Ah oui, les fourrines, c'est carillon avant. Exactement. Et pas n'importe lesquels. Les Edo Furin, les carillons traditionnels en verre soufflé typiques de l'époque d'Edo. Et cet atelier est le seul et unique fabricant qui reste à Tokyo. Leur présence ici, c'est une autre petite pépite artisanale à découvrir. Vraiment intéressant. Donc on voit bien le lien avec la nature, le travail. Mais Shinozaki, ce n'était pas juste ça. Les sources montrent aussi une vie communautaire très forte, très ancrée dans des traditions, notamment spirituelles. Ah oui, tout à fait. Et là, le cœur battant de Shinozaki depuis, plus de 1000 ans, c'est le Shinozaki Senzen Jinja, un sanctuaire shinto. Milan, oui. Son ancienneté est assez exceptionnelle. D'après les archives du sanctuaire lui-même, il aurait été fondé en 938, en pleine époque Heian. 938. C'est incroyable. C'est avant même l'époque des samouraïs telle qu'on la connaît. C'est le plus vieux du coin. C'est ça, c'est le plus ancien sanctuaire de tout l'arrondissement d'Edogawa. Sa fondation est liée à une période assez troublée, la révolte de Taira no Masakado, au Xe siècle. Racontez-nous ça. La légende dit qu'un chef militaire, Taira no Sadamori, qui était chargé de réprimer cette révolte, aurait prié intensément ici pour la victoire et la paix. Et après avoir réussi, il aurait fondé le sanctuaire en remerciement. D'accord. Et qui y vénère-t-on? La divinité principale, c'est Konohana Sakuya Hime. C'est une déesse souvent associée au mont Fuji, d'où le nom Sengen du sanctuaire, et elle est protectrice pour les accouchements faciles, contre les incendies et pour l'éducation des enfants. Des préoccupations très concrètes pour la communauté. Un lieu chargé d'histoire, donc, mais ce qui le rend aussi très vivant aujourd'hui, c'est un festival assez unique, non? Le Nobori Matsuri. Ah oui, le festival des bannières géantes, le Nobori Matsuri. C'est classé bien culturel folklorique immatériel par Edogawa et ça a lieu tous les 2 ans, autour du 1er juillet, pour la fête annuelle du sanctuaire. Et oui, c'est spectaculaire. Qu'est-ce qui est si impressionnant? J'ai lu des chiffres un peu fous. Imaginez, 10 bannières immenses, faites en tissu, tendues sur des armatures en bambou. Chacune fait plus de 20 mètres de long. 20 mètres. Oui, et pèse plus d'1 tonne. Et le moment fort du festival, c'est quand les habitants du quartier, organisés en équipe, dressent ces bannières géantes. Comment ils font? Avec des grues? Eh bien non, justement, c'est ça la prouesse. Tout est fait à la force des bras. Ils ont délibérément choisi de continuer à le faire de manière traditionnelle, sans aucune machine.
C'est une démonstration incroyable de force collective, de coordination, de savoir-faire et de ferveur. Voir ça, c'est vraiment toucher du doigt l'esprit communautaire de Shinozaki. Plus d'une tonne levée à la main, j'ai du mal à imaginer l'effort et l'organisation que ça demande. C'est waouh. Et ce qui est passionnant aussi, c'est que ce festival avait disparu, non? Et il a été relancé. Oui, et la date de sa renaissance est très significative. Il a été relancé en 1980. 1980, juste avant les grands bouleversements du quartier. Exactement. 6 ans seulement avant l'arrivée du métro qui allait tout changer, accélérer l'urbanisation. Et relancer un festival aussi lourd, aussi exigeant à ce moment-là, ce n'était sans doute pas anodin. On peut vraiment y voir un acte fort de la communauté. Une façon de dire « on existe », de réaffirmer son identité. C'est ça. Comme pour dire, le paysage autour va peut-être changer radicalement, mais nous, notre esprit, nos traditions, notre cohésion, ça reste. C'est une magnifique leçon sur la résilience culturelle face à la modernité. Donc le sanctuaire Sengen Jinja, c'est vraiment un incontournable. Pour son histoire millénaire, pour l'ambiance, et si on a la chance d'y être pendant le festival, waouh. Et il y a une forêt autour aussi. Oui, la Sengen-sama no Mori, la forêt du sanctuaire, un petit havre de paix aussi. Et cette force de la communauté, cette capacité à faire face ensemble, on la retrouve aussi dans la relation de Shinozaki avec la rivière Edo, encore et toujours. Une relation compliquée, on l'a dit. D'un côté, c'était la voie de la prospérité. On a parlé du sel, mais il y avait aussi les fameux bateaux Kyotoku qui transportaient passagers et marchandises entre ici et le cœur d'Edo, Nihonbashi. C'était vital. Tout à fait. Mais de l'autre côté, la rivière, c'était aussi la menace, le danger. Et il y a eu des drames. Un événement en particulier a beaucoup marqué les esprits localement, même s'il s'est passé loin. C'est lié à l'éruption du mont Asama en 1783. Le mont Asama. Mais c'est à des centaines de kilomètres. Comment ça a pu affecter Shinozaki? Et l'éruption a été terrible. Elle a provoqué d'immenses coulées de boue, des inondations catastrophiques le long du fleuve Ton, dont la rivière Edo est un affluent majeur. Et ces flots déchaînés ont charrié toutes sortes de choses, y compris, tragiquement, les corps de très nombreuses victimes. Oh non! Et ces corps ont dérivé sur des centaines de kilomètres jusqu'à arriver dans la rivière Edo, près de Shinozaki. Quelle horreur! Et qu'ont fait les habitants? Eh bien, face à ce spectacle terrible, les gens des villages environnants, poussés par la compassion, ont recueilli ces corps anonymes qui s'échouaient sur les berges. Et ils leur ont offert une sépulture décente, collective. C'est une histoire très émouvante sur l'humanité des gens d'ici face à une catastrophe qui ne les touchait pas directement. C'est vraiment poignant. Est-ce qu'il y a un lieu qui rappelle cette histoire aujourd'hui, pour se souvenir? Oui, il faut aller au temple bouddhiste Zenyoji. C'est un autre lieu très important de Shinozaki. Et là, dans l'enceinte du temple, on peut trouver une stèle. La stèle commémorative de 1783, Tenmei Sannen Sannamiya Funka Yoko Shisha Kuyoye. Bitié? Elle a été érigée justement pour honorer la mémoire de ces victimes inconnues et pour rappeler cet acte de compassion des ancêtres. C'est un lieu de mémoire assez particulier qui invite à la réflexion. Et ce temple Zenyoji, il est connu pour autre chose aussi, non? Il y a un arbre célèbre. Ah oui, il y a le fameux Yogo no Matsu, un pin immense, plusieurs fois centenaire, qui est classé monument naturel national. Il est vraiment impressionnant. Et puis il y a aussi des légendes locales associées au temple, comme celle du Mujina, une sorte de blaireau fantôme un peu farceur. Mais la stèle de 1783, elle ancre vraiment le lieu dans une histoire humaine très forte. Et les catastrophes liées à l'eau, ça ne s'est pas arrêté là, malheureusement. Non, plus près de nous, il y a eu le typhon Kathleen en 1947. Il a causé des inondations terribles dans toute la plaine du Kanto et Shinozaki était très durement touché. Ça a été un véritable électrochoc. Qui a poussé à agir. Oui, ça a vraiment accéléré les grands travaux de protection contre les crues, l'aménagement des digues, la construction d'infrastructures pour mieux contrôler la rivière Edo. Ces travaux ont énormément façonné le paysage qu'on voit aujourd'hui. C'est là qu'on trouve ces grandes écluses, ces ouvrages d'art. Exactement. Le plus emblématique, c'est l'écluse d'Edogawa, Edogawa Suikomon, que les gens du coin appellent aussi parfois Shinozaki Suimon. Elle date de 1943. C'est une structure assez imposante. Elle sert à quoi exactement? À réguler le niveau de l'eau entre l'ancien cours de la rivière et le canal de dérivation. Et surtout, à permettre aux bateaux de passer d'un niveau à l'autre. Un peu comme un ascenseur à bateau, d'où son surnom. C'est intéressant à voir.
Et se balader sur la digue à côté, surtout au printemps avec les cerisiers en fleurs, ça offre une belle vue sur la rivière maintenant maîtrisée. Et pour une immersion totale dans cette histoire fluviale, même si c'est juste à côté, pas exactement à Shinozaki, on pourrait presque tenter le ferry Yagiri no Watashi. Yagiri no Watashi. Ah, c'est une excellente idée. C'est le tout dernier service de Watashi, de traversier à rame, qui existe encore à Tokyo. Il relie Edogawa à Matsudo, de l'autre côté. Prendre ce petit bateau, c'est vraiment faire un bond dans le passé, retrouver l'ambiance de ces traversées d'autrefois. Très dépaysant. Près de la rivière, à la banlieue moderne, résidentielle et verte que beaucoup connaissent aujourd'hui. Qu'est-ce qui a vraiment déclenché ça, Ève? Il y a eu plusieurs facteurs, mais deux sont vraiment clés. D'abord, l'ouverture de la grande route Keio dans les années 60, qui a désenclavé un peu la zone. Et puis le vrai tournant, ça a été l'arrivée de la station de métro. La ligne Toei-Shinjuku, en 1986. Voilà. D'un coup, Shinozaki s'est retrouvé connecté directement au centre de Tokyo, à Shinjuku, en quelques dizaines de minutes. Ça a rendu le quartier hyper attractif pour de nouveaux habitants et l'urbanisation s'est accélérée d'un coup. Et cette urbanisation, elle s'est faite un peu comment? De manière planifiée? Les sources parlent de remembrement urbain. Oui, c'est ça, le Kukakuseiri, Kukak. Cookie, c'est un processus assez lourd où on redessine tout, les parcelles, les rues, les équipements, pour moderniser et densifier une zone. Et ce qui est vraiment intéressant à Shinozaki, c'est la manière dont ce remembrement a pris en compte l'histoire du lieu et sa géographie. C'est-à-dire? Eh bien, au lieu de vouloir tout construire partout, en oubliant le risque d'inondation, qui était quand même la base de l'histoire de Shinozaki, les urbanistes ont fait un choix assez malin. Lequel? Ils ont décidé de garder et même de valoriser les zones les plus basses, les anciennes zones inondables, les larges berges qui étaient nécessaires pour laisser de la place à la rivière en cas de crue. Et ils les ont transformées en grands espaces verts publics, en zones de loisirs. Ah, astucieux. On transforme la contrainte en avantage. C'est exactement ça. On reconnaît le risque, on garde l'espace nécessaire pour le gérer, mais cet espace devient un atout pour la qualité de vie des habitants. C'est un bel exemple d'urbanisme intelligent, adapté au contexte local. Et c'est comme ça que sont nés les grands parcs qu'on voit aujourd'hui? Précisément. Le plus connu, c'est le parc Shinozaki, Shinozaki-Koen. C'est immense, c'est vraiment le poumon vert du quartier. Les gens y vont pour pique-niquer, faire du sport. Et c'est là aussi qu'a lieu chaque été le grand feu d'artifice d'Edogawa. Edogawa-ku Hanabi Taikai. Ah oui, un événement énorme. Oui, ça attire des centaines de milliers de personnes sur les berges. C'est un moment très fort pour le quartier. Et il y a aussi ce lieu un peu plus surprenant avec des poneys. Ah oui, le Shinozaki Ponyland. Shinozaki Ponyland. C'est aussi sur ces berges aménagées de la rivière Edo. C'est un petit centre équestre géré par la municipalité où les enfants peuvent faire des tours de poney, gratuitement en plus. C'est un exemple parfait de cette transformation. Une zone autrefois à risque est devenue un lieu de loisirs familial hyper populaire. Donc l'histoire récente de Shinozaki, c'est aussi une histoire d'adaptation réussie qui transforme une faiblesse, le risque d'inondation, en une force, des espaces verts et de loisirs. C'est une belle façon de boucler la boucle. Tout à fait. Et pour ceux qui voudraient vraiment aller encore plus loin dans l'histoire locale, les documents qu'on a consultés mentionnent d'autres pistes. Par exemple, l'existence d'anciennes écoles de temples à l'époque Edo, les Terrakoyens. On trouve parfois des stèles, les Fudekozuka, qui rendent hommage aux maîtres de ces écoles. Intéressant. Et il y a aussi des archives administratives anciennes, comme les documents de la famille Suhara, Suharake Monshu, qui sont conservés au musée d'histoire locale d'Edogawa. Ça, c'est pour les passionnés qui veulent voir à quoi ressemblait la gestion d'un village ici à l'époque féodale. Il y a de quoi faire. Eh bien voilà une exploration qui nous a emmenés bien loin de l'image de simple banlieue résidentielle. Shinozaki, c'est vraiment un lieu pétri d'histoire, façonné par l'eau, marqué par ce savoir-faire du bambou, animé par une communauté forte et ses traditions. Oui, comme ce festival des bannières, c'est incroyable. Carrément. Et puis, témoin aussi de ces drames liés à la rivière et, enfin, d'une transformation urbaine plutôt réussie. Exactement. Chaque lieu qu'on a évoqué, que ce soit le sanctuaire Sengen, Jinja, la petite stèle aux Zenyoji, la promenade le long du canal Shinoda à Bori ou les grands parcs sur les berges,
Tout ça, ce sont des indices, des invitations à lire le paysage, à sentir les différentes couches du temps qui se sont déposées ici. Il suffit d'ouvrir un peu les yeux, en fait. C'est souvent ça. Regardez un peu plus près. Et ça amène une réflexion, finalement. Combien de quartiers autour de nous, qui nous paraissent peut-être banals aux premières gares, cachent en fait des histoires aussi profondes, des mémoires un peu oubliées, des petits trésors locaux? Quelles histoires est-ce que notre propre quartier pourrait nous raconter si on prenait juste le temps de chercher un peu?